C'est une habitude que j'ai prise, comme j'ai peu de chance d'avoir des vraies commissions d'enquête à l'Assemblée nationale, je provoque des commissions d'enquête officieuses et décentralisées. Quel est le sujet de la commission d'enquête d'aujourd'hui? C'est sur un décret sur les sites classés. J'explique comment on en arrive à Nance aujourd'hui, comment on en arrive dans le Doubs. Il y a un inspecteur des sites classés qui s'appelle David Cousin, qui est venu me voir à ma permanence dans la Somme, et qui m'a dit voilà, il y a un projet de décret dont on va parler. Macron veut faciliter les travaux sur les sites classés. Nous, on s'y oppose, et il me dit dans la foulée, racontant ça, la première fois qu'il y a eu une loi là-dessus, elle a été produite par un député du Doubs qui s'appelle Charles Beauquier, sur les sources du Lison. Donc je me dis, ah tiens, ça serait sympa d'aller là-bas, mais c'est un espèce de truc comme ça. Quand vous savez que vous allez devoir y passer une journée, c'est assez incertain. Et puis, je rencontre Martial Bourquin, on se rencontre sur un tout autre dossier, on se rencontre sur le dossier aéroport de Paris, puisque j'avais vu que Martial Bourquin était intervenu pas mal au Sénat, et moi j'étais intervenu pas mal à l'Assemblée nationale, donc on jette des ponts comme ça, on se rencontre sur aéroport de Paris, et je dis, ah bah tiens, donc il m'invite à venir à une réunion publique qui se déroule ce soir à Audincourt, et je dis, ah bah tiens, puisqu'on est dans le Doubs, il y a un truc que j'aimerais bien faire. Pour moi, quand on est de Picardie, le Doubs, c'est le Doubs, hein, les trucs qui se collent, hein, vous voyez. C'est aller aux sources du Lison et là-bas, avoir une rencontre autour de qu'est-ce qu'un site classé, qu'est-ce qui va se passer sur les sites classés. Voilà comment on en arrive à cette commission d'enquête. Je propose qu'elle se déroule, pour moi, j'ai noté en 3 temps, pour ainsi dire. Un temps sur qu'est-ce qu'il y a comme loi et où elle en est, cette loi, et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui risque de se passer, quelles sont les mobilisations. Un deuxième temps sur l'histoire de ce lieu et comment ce lieu a porté une loi. Et un troisième temps peut-être plus large sur la notion d'environnement, puisqu'on nous a beaucoup parlé de ce qui se passe pour les rivières de la Loue et pour la mutation climatique du coin, et qui est en fait pour moi liée aussi aux sites classés, qui sont un classement sur des notions d'environnement et de préservation du paysage. Donc voilà un peu les 3 temps que je propose. Ça vous va, monsieur le sénateur? Excellent. Bon, alors à vous la parole. Alors, effectivement, on se rencontre à côté de l'Assemblée nationale. On a veillé chacun de notre côté à faire en sorte que sur la privatisation de l'aéroport de Paris, 10 aéroports, 26 créés dans le monde, mais surtout un bout de France qui se vend, qu'on vend à des multinationales, certainement à Vinci. François à l'Assemblée nationale, moi au Sénat, nous sommes intervenus à plusieurs reprises contre cette privatisation. Je dois vous dire que pour la première fois, on a activé sur cette question un référendum d'initiative populaire participatif, excusez-moi, partagé, pour faire en sorte que 4 700 000 personnes demandent à ce qu'on vote sur cette question. Vous avez vu qu'un sondage est sorti, 75% de la population est contre cette privatisation. Parce qu'ils savent ce qui s'est passé avec les autoroutes, et ils ne veulent pas, avec Aéroport de Paris, avoir la même chose. Et François, on parlait, on ne se connaissait pas, on commençait à se connaître, et il me dit, j'ai une commission d'enquête sur la question du décret qui vise à lever le fait de certains sites naturels qu'ils soient classés. Et là, on parle de Nance-sous-Sainte-Anne, on parle de Charles Beauquier, qui est député depuis 1880, et qui a eu l'idée géniale, parce que quand on voit cela, on a beau être des artistes, tout à l'heure on a vu une exposition Courbet-Ming, c'était magnifique, mais ça, c'est un paysage naturel incomparable. Et il a cette idée géniale de faire en sorte que ce soit protégé. Un patrimoine naturel protégé. Et combien il avait raison de le faire. Et lorsque François a abordé l'idée qu'il y ait cette enquête pour faire en sorte qu'on fasse reculer ce décret, parce qu'il faut le dire, les bétonneurs sont prêts à bétonner, parce qu'on sait très bien que des lobbies sont très forts et ils veulent absolument faire en sorte que ces sites protégés le soient moins,
et ne le soient peut-être plus du tout, pour que justement ils puissent les vendre, les bétonner. Alors vous allez me dire, mais ils ont un argument, ils disent qu'ils n'ont pas été trop protégés. Alors c'est parce qu'ils n'ont pas été protégés que l'État n'a pas fait son travail, qu'il faut définitivement ne plus les protéger. Drôle d'argumentation. L'argumentation déplorable. Et donc, avec François, moi je suis très fier de mener cette bataille, il y a deux, une ce soir sur ADP, entre autres, si vous n'avez pas signé, faites-le. C'est facile à faire, hein, mais faites-le. Mais deuxième chose, comme on avait avec Daniel Menweg, avec Manu, on était venu ici avec le président du Conseil constitutionnel pour faire en sorte que le travail de Bocquet soit mis en évidence et montrer la qualité de cet homme qui avait une vision sur le patrimoine naturel. Au moment où la biodiversité est gravement en danger, au moment où la pollution gagne nos rivières, eh bien faisons en sorte qu'on garde ce patrimoine naturel, on garde cette biodiversité, et c'est pour ça que je suis très fier de mener ce combat avec François Ruffin, qui m'a fait le plaisir de m'inviter et de faire en sorte que je sois joint. Alors je ferai en sorte que ton enquête trouve son écho au Sénat, pour que les deux chambres puissent aborder cette question. On doit faire reculer, parce que vous avez remarqué, ce gouvernement fonctionne beaucoup avec des ordonnances et avec des décrets. Et il ne veut pas de débat parlementaire sur ces questions. Et nous pensons que ces questions-là doivent être abordées dans un débat parlementaire, débat régional, débat local, et prendre l'avis des collectivités territoriales sur cette question. Voilà, en deux mots, François. Eh ben, nous pouvons ouvrir la commission d'enquête officieuse et décentralisée. Je voudrais, donc je vais m'asseoir moi, Allez, on je s'assied. suis un peu. Je propose comme premier témoin David Romieux, qui est inspecteur des sites, syndicaliste CGT SNPTAS. Tu vas nous dire à quoi correspondent ces initiales. D'abord, je voudrais remercier David parce que je pense, moi ce que je vois, c'est un engagement personnel des inspecteurs des sites qui font pas ça pour leur salaire, pour leurs revenus, mais parce qu'ils ont le sentiment que leur métier est mis en cause et que c'est en fond la préservation du patrimoine national qui est mis en cause. Et je veux dire, quand j'ai David Cousin qui sur un jour de congé vient de Nantes à Amiens et sans doute sur son propre budget en matière de pompe à essence pour venir de Nantes à Amiens pour m'alerter sur le sujet, où aujourd'hui tu prends une journée de congé, c'est ça, pour venir ici, voilà, il est en vacances, il fait 350 bornes pour venir témoigner, pour pas que ça passe comme une lettre à la poste et pour qu'on s'y oppose. Vous pouvez l'applaudir et on peut, non mais vraiment, on peut le remercier parce que c'est un engagement. Donc David, si tu veux approcher un peu, et puis parler fort, ça te dérange pas? Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire d'abord en quoi consiste le travail d'inspecteur des sites? Alors un inspecteur des sites, ça instruit des autorisations en sites classés. Il y a environ 2000 sites classés en France, qui représentent 2% du territoire national. Dès qu'il y a des projets qui modifient l'état des lieux, on les instruit. Alors il y a déjà différents niveaux, il y a des instructions au niveau préfectoral pour les projets à moindre impact, et les projets les plus impactants, on les instruit pour un niveau ministériel. Donc on accompagne les porteurs de projets, on réfléchit ce projet dans le cadre du territoire, du développement du territoire, du paysage, de l'histoire du lieu, qui soit compatible. Et il y a tout un travail masqué d'accompagnement. Puis après on présente un rapport sur ce projet en commission départementale devant le préfet de département. Et le rapport et l'avis de la CDNPS, donc commission départementale, monte au ministère qui fait un arrêté ministériel d'autorisation suite à notre instruction. Donc vous instruisez un dossier et vous donnez un avis favorable ou défavorable sur ce qui vous est présenté comme travaux sur le site classé. En vérité, aujourd'hui, on donne que des avis favorables. C'est extrêmement rare des avis défavorables parce que le système fonctionne tellement bien que les mauvais projets ne sont même pas présentés. Les promoteurs, les lobbies, les bétonneurs ne viennent pas dans les sites classés. Ils savent que ça ne passera pas. Donc ils ne vont pas perdre de l'argent à faire un projet, à faire travailler une équipe durant des mois pour un projet qui va être bloqué. Et autrement, les mauvais projets qui arrivent devant nous, on fait de la pédagogie pour les améliorer, on les accompagne pour le rendre cohérent avec le territoire. Ou alors ça nous arrive aussi de dire là, ça passera pas, il faut s'arrêter. Et normalement, les porteurs de projets
sont pas ridicules, ils arrêtent leur projet parce qu'ils savent que ça ne passera pas. Bon, ça m'est arrivé dans ma carrière 1 ou 2 fois, certains porteurs de projets qui ont voulu essayer de passer en force des projets qui étaient vraiment pas bons pour le territoire, pas bons pour l'économie, pas bons pour l'écologie. Tu peux nous donner un exemple particulier? Un exemple particulier, oui, parce que il y a prescription peut-être, il y a une dizaine d'années, des projets pas loin d'ici, au Ballon d'Alsace, station de ski, des projets qui étaient pour transformer une piste noire qui utilisait en fait une prairie remarquable, Natura 2000 en site classé, avec une forêt remarquable. Dans ce coin-là, il y a des forêts qui n'ont pas été coupées depuis la Révolution, donc vous avez des fûts énormes, magnifiques, enfin c'est des forêts qu'on voit presque plus. Le projet était de détruire cette prairie pour en faire une piste rouge et vraiment donc de faire du terrassement, je sais plus, 20 000, 30 000 mètres cubes de terrassement, couper les arbres plus que centenaires, voire bicentenaires. Et donc je leur ai dit que ce projet ne passerait pas. Tu l'as dit à qui là? À ce moment-là, c'était l'élu porteur du projet du coin qui pensait pouvoir passer en me disant tu es un petit fonctionnaire, je bouffe avec le préfet tout à l'heure, ce projet passera. Le projet n'est pas passé parce qu'on a un niveau ministériel d'autorisation qui est cohérent avec une politique des sites et de préservation des sites remarquables. Donc les projets qui massacrent une forêt, qui massacrent une prairie remarquable ne passent pas. Et donc là, le décret, qu'est-ce qui voudrait changer? Alors le décret, il prévoit une déconcentration totale des autorisations. Donc mon histoire avec le préfet de département, elle sera récurrente parce que ce sera que le préfet de département qui décidera, qui sera la dernière autorité étatique pour autoriser les projets les plus impactants en site classé. Quand je dis projets les plus impactants, c'est-à-dire on peut avoir des projets de villas énormes dans les Alpilles, d'éoliennes dans la baie du Mont, je ne donne pas ces exemples par hasard, c'est des projets qui ont existé. Oui, c'est du Mont-Saint-Michel, ça a existé dans les années 2009-2010 de mettre des éoliennes dans la baie devant le mont. Il y a eu des projets de photovoltaïques sur la montagne Sainte-Victoire. Tous ces projets-là vont passer uniquement devant le préfet de département. Préfet de département qui, nous, on est fonctionnaires de l'État et on respecte totalement le préfet de département qui est pas un adversaire, c'est notre patron pour qui on instruit en premier niveau. Mais seulement ce préfet de département, il est en charge de la sécurité, il est en charge du développement économique, il est en charge de la cohésion du territoire, c'est-à-dire que tout se passe bien sur son territoire. Il ne peut pas faire un arbitrage sans être soumis aux pressions des plus grands acteurs locaux, des plus grands lobbies qui représentent de l'emploi, qui représentent une influence extrême sur le département. Donc le préfet, tout aussi honnête soit-il, sera obligatoirement soumis à ces pressions. On le voit avec d'autres sujets, les publicitaires, quand ils se mettent les publicitaires face même des maires de grandes communes, les maires de grandes communes doivent se plier à certaines pressions. Le préfet devra se plier pour le fonctionnement de son département, son fonctionnement de développement économique. Un gros lobby qui représente beaucoup d'emplois, qui menace le préfet de quitter le département si son gros projet sur le littoral ou je sais pas dans les Calanques ne se fait pas, il se fera ce projet. Et puis après, il y a aussi autre chose, c'est que le préfet de département n'est pas un spécialiste de la politique des sites. On est ici parce que la politique des sites existe depuis 1906. C'est-à-dire ça fait 1 siècle et demi qu'en France, et c'est remarquable ça au niveau mondial que ce système existe, on protège les sites naturels. Alors au début c'était des petits sites naturels, des monuments naturels. Aujourd'hui on protège des sites d'envergure pour qu'il y ait une gestion d'ensemble du territoire cohérente. Cette mémoire elle existe au ministère, au bureau des sites. Le bureau des sites qui est le dernier niveau pour lequel on instruit. Ce qui fait que quand un nouvel inspecteur arrive, les archives existent au ministère, la mémoire existe. On a évolué bien sûr depuis 1906, mais toute cette mémoire, tout ce travail qui existe depuis 1 siècle et demi, va être cassé, brisé et multiplié par chaque département, par chaque arbitraire de chaque département. Et donc on n'aura plus une politique nationale, il y aura des politiques locales en fonction d'un préfet, en fonction des acteurs, des lobbies locaux, et on n'aura plus cette pérennité nationale qui représente, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas le décret, qui représente de l'emploi, du développement économique. On ne comprend pas alors. Bien sûr, on est entouré ici là, de pas mal de gilets jaunes. Il faut savoir que c'est au nom des gilets jaunes qu'est pris ce décret. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, ouais. C'est à cause de vous. Parce que
c'est qu'est-ce que vous avez réclamé? Vous avez réclamé moins de bureaucratie, vous avez réclamé moins d'État, vous avez réclamé donc de la déconcentration et de la décentralisation. Et c'est en s'appuyant sur les gilets jaunes qui disent bah voilà pourquoi on doit flexibiliser la notion de cycle classé, quoi. En gros, effectivement, on nous répond, on a souvent ces réponses. On va réponses. témoigner à Gilets jaunes ensuite, mais le public veut-il bien rester silencieux pour l'instant? Et donc effectivement, on nous dit que c'est à cause de vous, Gilets jaunes, on a entendu les Gilets jaunes veulent que les décisions se prennent au plus près du territoire, donc on va supprimer toutes les décisions nationales. Donc toutes les décisions seront prises au niveau local. Seulement, la décision au niveau local, c'est pas du tout de l'égalité de traitement. Les décisions au niveau national, elles existent depuis les années 70 pour mettre la décision de manière plus lointaine par rapport au local, pour qu'il n'y ait pas d'arbitraires locaux, pour justement une égalité et un respect des citoyens. Nous, les sites classés, on explique qu'on se bat pour les sites remarquables. Je parlais de Mont-Saint-Michel, Pont du Gard, les Calanques, enfin, vous en connaissez tout, la source du Lison, des sites connus internationalement. On est la première destination mondiale touristique, donc ça rapporte de l'argent. Mais on protège aussi des sites exceptionnels qui sont moins connus, qui sont connus de vous, sur vos territoires. Et donc on travaille pour un développement harmonieux du territoire en respect des habitants. Et comme dit la Convention sur le paysage européenne de Florence en 2000, dit le paysage, c'est le bien-être individuel et social de chacun. Alors de nous opposer à vous, Gilets jaunes, en disant que la décision lointaine est contre vous, non, au contraire. Elle défend chaque citoyen et son patrimoine et le patrimoine naturel de ce pays. Il y a eu 2300 sites, il y a eu une consultation publique. Et je voudrais, on n'a pas de préfet sous la main, mais je voudrais quand même en citer un. Donc il y a eu 2300 contributions à la consultation publique et 2299 qui sont défavorables et 7 qui sont favorables à la modification du décret. Et parmi les contributions défavorables, il y a celle d'un ancien préfet qui a donné son nom, Philippe Ray, qui a témoigné le 19 juin 2019 à 15h31 et qui, de par son expérience, dit « Les préfets ne sont pas tous, loin de là, sensibles aux questions de la protection du patrimoine et ont souvent tendance à donner la priorité à d'autres enjeux. Ça peut être l'emploi, ça peut être l'économie, ça peut être le contexte local et la nécessité d'entretenir de bonnes relations avec les élus ou les milieux économiques risque de conduire les préfets à des concessions au détriment de la protection des sites. Le ministre chargé de cette politique, s'appuyant sur un service qui a pour objectif cette protection, a une capacité de résistance et un recul et une vue d'ensemble très supérieure, et son intervention constitue une garantie beaucoup plus forte que celle des préfets. » Voilà, il dit la possibilité pour le ministre de résister parce qu'il est plus éloigné des pouvoirs économiques locaux que ne le serait un préfet. Voilà un peu donc le témoignage de Philippe Ray. Je voudrais venir sur un dernier point. Dans les conversations, on va venir sur l'histoire de Charles Bocquier ensuite. On était ce matin au musée Gustave Courbet où il y avait plein, j'ai pris quelques notes, la grotte Sarrazin, le chêne de Flagey, la grotte de la Loue, le cèdre d'Hauteville, le ruisseau du Puy Noir, qui sont autant de tableaux de Gustave Courbet, qui sont évidemment des tableaux où l'inspiration vient immédiatement de la nature du coin. Mais toi tu disais qu'au départ, cette loi, c'est une loi quasiment de peintre. C'est une loi de peintre. En fait, la première protection, c'est l'école de Barbizon. L'école de Barbizon qui commence à protéger la forêt de Fontainebleau et qui arrive à faire un décret impérial en 1861. Ce sera une série artistique de la forêt de Fontainebleau qui protège la forêt de Fontainebleau parce qu'elle est digne d'être peinte. Pittoresque, ça veut dire, ça vient de l'italien, digne d'être peint. Donc nous, on protège des sites qui sont dignes d'être peints. Forêt de Fontainebleau. Ensuite, il y a la cascade de Gimel. C'est 1898 qui a la même pression que la source du Lison. Je suis alsacien, c'était un industriel alsacien qui voulait utiliser l'énergie de la cascade. Donc Vullier, le peintre, il rachète tous les terrains autour de la cascade et il se bat pour appliquer à la cascade la loi sur les monuments historiques qui vient de sortir en 1887. Et il arrive à faire appliquer sur un monument naturel la loi sur les monuments historiques, mais ça ne suffit pas à la protéger, donc il rachète tous les terrains autour. Puis il y a la source du Lison, avec aussi un peintre. Vullier, c'est un peintre.
C'est-à-dire le premier, il fait comme Bocquet mais en tant que peintre. Et là, Bocquet, on y viendra, ouais, voilà. Bien, excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter Quelque chose à ajouter Si, il y a quelque chose à ajouter, excusez-moi, mais c'est... Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce décret Est-ce qu'il est passé? Quand est-ce qu'il devait passer? Je me dois de dire, nous, inspecteurs des sites, on a appris ce décret en janvier. Réunion au ministère où on nous a dit, voilà, déconcentration totale de toutes les autorisations. Sans aucune concertation, je suis aussi syndicaliste, ça a été présenté au début, ni avec les syndicats, ni avec nous, notre métier. Depuis, on explique que ce n'est pas possible, il y a eu une campagne médiatique, ça fait 6 mois qu'on se bat, on n'a eu aucune réponse. En tant que syndicaliste, la CGT a aussi envoyé des lettres au ministère en disant ça ne va pas ce décret, aucune réponse, aucune explication, il continue sans faire aucun changement à ce décret. Entre-temps, on a fait une pétition. Vous pouvez la trouver encore, c'est sur change.org, sauvons nos paysages remarquables. Il y a 12 000 ou 13 000 signatures contre le décret. Il y a eu la consultation publique dont a parlé François. On n'a aucune nouvelle, mais en même temps, le décret, il n'est toujours pas sorti. Il devait sortir, là, il devait être sorti. Il devait sortir le 4-5 juillet dans ces eaux-là, c'est ça. Et il devait passer au Conseil des ministres, et il n'est pas passé au Conseil des ministres. Et il devait y avoir l'avis de la CSSPP. La CSSPP, c'est commission supérieure, c'est comme la commission départementale sur les sites, mais c'est la commission supérieure sur les sites. Commission nationale qui est consultée lorsqu'on classe un nouveau site. Et ça devait être à l'ordre du jour au mois de mai, si mon souvenir est bon. Ou c'était en avril, ils l'ont discuté, et tout le monde était opposé de la commission supérieure. Donc ils ont renvoyé le vote à une autre commission. L'autre commission, ils l'ont reporté, qui était renvoyé en juillet. Et la veille de la commission en juillet, ils l'ont de nouveau reporté à l'ordre du jour. Voilà. On en est là. On aimerait, nous, une réponse. Je signale qui a été signé entre autres par Stéphane Bern, Isabelle Autissier, Alain Bougrain-Dubourg et ainsi de suite, le président de la Fédération Nature pour l'Environnement, et donc qui s'oppose aussi à ça. Et on ne peut pas ne pas penser que toutes ces voix qui arrivent de points divergents ne pèsent pas dans le débat public, quoi. Donc, voilà. C'est quand même la première fois, nous, on en est très heureux, que des associations patrimoniales et environnementales, à l'unanimité, s'opposent à ce décret. Et voilà, on est les frères ennemis des fois un petit peu entre le patrimoine, l'urbain et la nature. Là, on est alliés sur d'autres choses, on travaille ensemble, mais là, c'est l'unanimité de toutes ces associations patrimoniales, environnementales, inspecteurs des sites, qui sont opposés à ce décret, qui le disent ensemble. Et nous, ce qu'on attend, c'est qu'ils viennent nous parler, quoi, et qu'on discute. Peut-être un toilettage est toujours bon, j'en sais rien sur la loi qui existe, mais qu'ils viennent discuter, qu'ils arrêtent d'aller dans le mur avec une loi qui donnera, ou alors les bétonneurs ont déjà gagné, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que brièvement un ou deux gilets jaunes veulent venir répondre à l'accusation qui vient d'être dressée? Moi, ça n'était pas prévu au programme. Mais... Je voudrais préciser quand même que tu as dit que c'était de notre faute. Mais le prochain tsunami qu'il y a au Japon, je ne sais où, la prochaine éruption volcanique qu'il y a en Islande, je ne sais où, ça sera de la faute des gilets jaunes. Alors, je voudrais rappeler une chose aussi. Tu as parlé de Gustave Courbet. Alors, on a quand même un personnage illustre, érudit, qui est quand même le premier personnage de France, soi-disant, qui s'est permis de le dénommer et de l'appeler Gaston. 2 fois de suite. Bon, c'est comme ça, quand on est intellectuel, on n'est pas forcément intelligent. Hein. Bon, je voudrais rappeler aussi une chose, c'est quand même grâce aux habitants de Sous-Sainte-Anne, en 1899, qui se sont insurgés contre le propriétaire des lieux. Peut-être que vous avez... On va y venir longuement. D'accord, bon, alors c'est tout, c'est bon. Ça roule. Merci beaucoup. Ton prénom c'est... Enfin, ton nom? Patrick, merci Patrick. Vas-y, mais tu t'as pas l'uniforme, ça va pas là. Je suis citoyenne, hein, je pense que j'interviens en tant que citoyenne. Et je participe régulièrement s'il faut le préciser, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Effectivement, il y a certaines revendications qui sont pour la décentralisation, mais c'est plus pour sauver nos services publics au niveau local. On ferme nos écoles, on ferme nos trésors publics. Il y a de moins en moins de possibilités qui sont données au niveau des communes. Au niveau des Comcom, c'est compliqué. On est passé à une communauté de communes d'un nombre incalculable de communes.
ça va d'Ornans à Quingé. Je ne sais pas si vous imaginez effectivement si vous n'êtes pas du coin. Mais il faut réussir à mettre tout le monde d'accord et on n'a pas tous les mêmes on n'a pas tous les mêmes priorités, vie, etc. Donc non, c'est un peu facile de dire sous prétexte que vous avez demandé de la décentralisation, vous ne voulez plus le gros pouvoir, et ben on va vous balancer ça. Non, c'était pas du tout ça la demande initiale. En tout cas, moi j'ai fait une demande écrite quand il y avait les cahiers citoyens et c'était pas du tout ça. C'était plutôt pour servir sauver et sauvegarder nos hôpitaux, nos services publics, les écoles, etc. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais. Christine. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe au deuxième point qui est pour moi l'histoire de comment est née cette loi là. Donc c'est le volet historique mais qui est aussi un volet de lutte. Est-ce que, je sais pas, Daniel Menweg peut-être sur ce point, et est-ce qu'il y a un autre intervenant qui souhaite, Emmanuel, tu souhaites intervenir aussi là-dessus? Venez, vous venez tous les deux, d'accord? Alors, on peut s'asseoir? Ça fait un peu tribunal, François. Mais c'est une commission, hein, ça n'est et moi je suis pour rien pour le moment. On n'est pas là pour rigoler. Donc, Daniel Menweg, ancien maire de Nans-sous-Sainte-Anne, et Emmanuel Cretin, actuel maire de Nans-sous-Sainte-Anne. Donc vous n'êtes pas en concurrence, il n'y en a pas un qui a battu l'autre aux dernières élections? Non, ça se fait dans l'harmonie. Ok. J'ai aussi une casquette FNE. Voilà. Par ailleurs, tu es responsable Natura 2000 pour le syndicat mixte de la Loup. Au Doubs, plus exactement. Mais aussi, je représente un peu France Nature Environnement aujourd'hui. D'accord. Sur ces aspects paysans. Ok. Alors, sur le volet naissance de la loi Bocquier, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire des sources de Lison? Je peux le prendre peut-être de... Il faudrait un temps énorme. Parle plus fort. Daniel. Je suis vieux. Il faudrait un temps énorme pour parler dans le détail de cette loi. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans 1880 et quelques, il y a un industriel qui voulait mettre des conduites forcées pour faire de l'électricité. Et les habitants, à l'époque déjà, les habitants de Nans-Sainte-Anne se sont rebellés contre ce projet. Et ils ont fait appel à leur député qui s'appelait Charles Bocquier pour intervenir pour faire protéger ces sites. Et partant de là, Charles Bocquier, pendant une quinzaine d'années, il a mené un combat assez exemplaire pour aboutir à une loi qui a été adoptée en 1906, qui a abouti à la protection des sites naturels. Donc je pense que c'est un bel exemple d'osmose entre les élus et les gens du coin. Et d'ailleurs, les gens du coin avaient à l'époque 100 fois raison de faire ce qu'ils ont fait. Il faut savoir aussi que donc, pour commémorer l'événement, il y a donc une douzaine d'années, on a créé une association qui s'appelait l'Ami Bocquier Espace 2020. Voilà, donc cette association a réuni la plupart des parlementaires de Franche-Comté, quasiment tous les conseillers généraux, quelles que soient les tendances du département, et le président du Conseil constitutionnel était président d'honneur, la présidente de région et le président du Conseil général de l'époque. Donc tout le monde s'est entendu pour rappeler quand même que c'était quelque chose d'essentiel, surtout par les temps qui courent. Et Charles Bocquier il va plus loin parce qu'il parlait déjà de la défiguration des villes par rapport à l'assaut de la publicité qui commençait à envahir un peu partout. Et donc voilà ce qu'on peut dire sur... Emmanuel, tu veux ajouter quelque chose sur l'histoire de Charles Bocquier? Non, l'historique, effectivement, c'était plus protéger les paysages et tout ça. C'était la révolution industrielle aussi. Donc il commençait à avoir aussi les atteintes sur le paysage, la publicité aussi qui devenait omniprésente. Après, voilà, le site, la loi c'est 1906 et la protection du site c'est 1912. Donc les gens, ils ont profité de cette loi pour protéger ce site-là. Et au final, on est arrivé à faire un espace d'accueil dans un site classé pour autant. Voilà. Là, dernièrement, on travaille sur une signalétique d'interprétation avec la communauté de communes. On a mis la DREAL, on a mis la DRAC autour de la table et ça se passe bien. Donc pourquoi vouloir redonner au préfet? Moi ce que je vois derrière, c'est que c'est supprimer des fonctionnaires aussi, quelque part. C'est moins d'exigences sur les projets, parce que l'État a souvent plus d'exigences qu'en préfecture. Et moi je pose la question du personnel que dans les ministères. Si ils ne travaillent plus là-haut, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on va les décentraliser au niveau de la région? J'en suis pas certain. Voilà. Donc pourquoi retoucher cette loi finalement? Monsieur. Bien,
Moi j'ai entendu pas mal de choses très intéressantes. Depuis 3 ans, la communauté de communes a récupéré ce site. On a la chance sur le territoire Loup-Lison d'avoir et la source de la Loue et la source du Lison, mais aussi des sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO, les salines d'Arquestan. Je crois qu'à un moment donné, alors voilà, il y a un contexte particulier, gilets jaunes, et j'entends bien, et on dit qu'il faut de la décentralisation, tout revienne sur le peuple qui décide ou qu'on décide en bas. Il ne faut pas toujours tout faire. Si on est sur des sites remarquables, des sites patrimoniaux remarquables, il y a des décisions qui ne peuvent pas se prendre localement. Si c'est sauvegardé, si c'est dans cet état-là, c'est parce que des élus locaux n'ont pas fait n'importe quoi, mais aussi il y avait des comptes à rendre au niveau de la nation. À un moment donné, les services publics, on en a besoin pour gérer localement un certain nombre de services sur nos territoires au plus près, et qu'on laisse du pouvoir local pour des décisions administratives locales à gérer localement. Voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Merci. Je voudrais rajouter un truc sur Bocquier, parce qu'on parlait tout à l'heure de peinture. Là, je regardais, Bocquier, avant de faire ça, il a écrit, c'est quasiment une thèse, mais c'est vous l'historien de Bocquier, il a écrit quasiment une thèse sur comment la peinture s'est transformée et est passée des visages et des hommes vers la nature au 19e siècle. Et donc il n'est pas peintre, mais il y a une sensibilité picturale et qui, à mon avis, le conduit aussi à être l'homme qui porte cette loi-là. C'est pour dire qu'on est vraiment dans le cadre d'une loi de peintre. Je voudrais vous lire quelques lignes il me semble que c'est un autre inspecteur qui écrit ça dans l'une des contributions. Il dit « La grandeur de la politique est de veiller à la cohésion nationale et d'organiser le respect de ses œuvres référentes pour l'humanité, qui participent à l'élévation de l'âme humaine, à notre goût de vivre et à l'intérêt de nos territoires. » Je trouve que c'est pas inintéressant même de parler de goût de vivre. Pourquoi on vit? Enfin bon, c'est des vastes questions. Mais d'ailleurs, le début de la lettre de David Cousin qui nous écrit pour nous interpeller, c'est suite au film fait sur les Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous voyez, dans mon film Jeu du Soleil, il y a un moment où on se retrouve devant une grande toile et je dis, c'est quand même incroyable que normalement c'est des 4x3 avec Décathlon marqué dessus, et je pense que quelque part les Gilets jaunes portent aussi une révolte esthétique. C'est en se basant là-dessus qu'ils nous interpellent en disant voilà, il y a du droit au beau pour tout le monde et il y a le droit de sauver le beau pour les gens du pays. C'est le début de son interpellation et je pense que ça devait être un peu ce qui animait aussi Charles Bocquier au début du XXe siècle. On passe au troisième point sur l'environnement, ça vous va, monsieur le sénateur? Moi je suis... Monsieur le coprésident? Je suis vraiment très très heureux du débat qu'on a eu. Alors, pour donner quelques exemples, la loi littorale arrive tard, une fois que le littoral méditerranéen est complètement saccagé. La Méditerranée a été saccagée sur des endroits précis, privatisés, bétonnés. Pourquoi maintenant avec la loi littorale tout cela n'est plus possible? Parce que justement il y a une loi, parce que justement il y a ce que disait Jean-Claude, ce que tu disais Manu et ce que disait Daniel, à un moment donné il y a des décisions qui ne sont pas locales. La Méditerranée c'est quelque chose d'essentiel, à la fois esthétique mais aussi humain, c'est-à-dire c'est ce qui fait que l'humanité puisse perdurer parce qu'il y a une biodiversité. Et franchement, la question de la biodiversité se pose avec une acuité particulière. Aujourd'hui, on parlait de l'état de nos rivières. Nos rivières sont dans un très mauvais état. On avait les plus belles rivières d'Europe, certainement, dans les plus belles rivières. S'il y en avait 4, il y en avait 3 d'ici qui étaient très belles, sans chauvinisme. Non, aucun, juste objectif. Et quand je vois comment sont nos rivières, il faut savoir que la Loue à Ornans, dans toute la vallée de la Loue, était recherchée par des pêcheurs à la mouche de l'Europe, voire même du monde entier, du Canada qui venaient ici. Tout cela a disparu et est dans un très mauvais état. Et ces sites naturels exigent aussi qu'il y ait une attention particulière de la biodiversité. La biodiversité, il y en a qui diraient à quoi ça sert d'avoir tant d'espèces d'oiseaux, tant d'espèces d'insectes. La biodiversité, c'est notre vie et c'est la garantie que l'humanité pourra survivre.
Et si nous ne gardons pas cette biodiversité, si nous n'avons pas des écosystèmes de grande qualité, eh bien, les générations futures peuvent être mises en danger définitivement. On parlait tout à l'heure du réchauffement climatique. Les rivières se sont réchauffées de 2 à 3 degrés. Avec tous les intrants, tous les pesticides, tout ce qui va dedans, eh bien, on a des écosystèmes en grave difficulté. Et cette loi de protection de l'environnement est essentielle parce que demain, si c'est du bétonnage supplémentaire, si c'est de l'urbanisation qui est incontrôlée, eh bien, inévitablement, le réchauffement climatique augmentera, mais aussi notre biodiversité diminuera. C'est pour ça que c'est un aspect non négligeable, la question de la biodiversité, pour la sauvegarde des espaces naturels. Et c'est pour ça qu'il faut garder cette loi de Bocquier, il faut la garder, parce qu'elle est absolument indispensable. L'intuition de Bocquier est fondamentale. C'est lui qui a mis la première loi sur l'environnement. On lui doit cela. Et que François Ruffin vienne aujourd'hui aux sources du Lison, parce qu'il savait que Bocquier avait fait ce travail-là, et le démanteler serait une des plus grandes erreurs esthétiques, mais une erreur humaine, tout simplement. Parce que ça amènera à des exactions environnementales qui seront parfois irréversibles. Vous voyez la nature évoluer à la fois pour les sources, mais pour la rivière, pour les prairies. Comment vous la voyez évoluer depuis, je sais pas, depuis 20 ans, depuis que vous pouvez l'observer, depuis, monsieur le disait tout à l'heure, monsieur le disait, depuis que j'avais 7 ans quand je suis allé à Avoriaz. Vous, qu'est-ce que vous voyez évoluer depuis que vous avez 7 ans? Il y a des indicateurs, il y a eu des études sur l'eau, par exemple. Verneau, qui était un professeur de l'université de Besançon qui a travaillé sur l'hydrobiologie, montrait déjà dans les années 60 qu'on avait déjà une dégradation de la qualité de l'eau, il y avait déjà des espèces d'insectes liées à la bonne qualité de l'eau qui étaient déjà plus présentes. Donc des bio-indicateurs qui étaient plus présents. Voilà, donc après sur les suivis sur 20, 30, 40 ans, on sait qu'il y a plein d'espèces qui étaient indicatrices de la bonne qualité de l'eau ou des fonds qui ont disparu. Voilà, donc si les insectes disparaissent, c'est les poissons, il y en aura moins. Voilà, donc ça veut dire s'il y a moins de poissons, moins d'insectes, c'est que la qualité de l'eau s'est dégradée. Et je rappelle que sans eau, il n'y a pas de vie. Et qu'on boit de l'eau, c'est peut-être une généralité qu'on peut dire comme ça, mais en tout cas, c'est l'évidence. Sans eau, il n'y a pas de vie. Oubliez qu'on est en zone karstique. Alors ça veut dire qu'on a un calcaire, que le calcaire est systématiquement fissuré et que tout ce qui tombe sur les plateaux se retrouve très rapidement sans filtration dans les rivières qui sont dans les vallées. Ça met quelquefois 24 heures, quelquefois 48 heures, ça peut aller très très vite. Donc par exemple, il y a eu une certaine intensification de l'élevage et là on a des sols extrêmement peu épais, oui, avec le comté qui paye bien, on a eu une certaine intensification de l'élevage et du coup la capacité de la nature à traiter les effluents d'élevage est plus à la hauteur. Mais alors, en quoi vous le voyez? Qu'est-ce que ça change sur le paysage, sur les algues par exemple? Les algues dans les Qui rivières. vont tapisser le fond et qui vont Phénomène asphyxier de la faune du fond. C'est là où on parlait des études de Verneau, on parle des études en général, mais tous les citoyens qui habitent au bord de la Loue et au bord du Lison, ils n'ont pas besoin d'études, ils se rendent compte de la dégradation de la rivière. C'est évident, tout change, la faune, les poissons ne sont plus là. Dans le temps, quand on avait des amis qui étaient annoncés, on prenait sa canne à pêche, on allait prendre 2 truites. Maintenant c'est terminé, les truites disparaissent, elles sont malades, les ombres ont complètement changé. On voit des poissons, des blancs qui montent parce que la température est réchauffée, la nature de la rivière n'est plus du tout la même. Vas-y. C'est vrai que sur l'aspect de la qualité de l'eau, on est aussi ici sur un territoire, et notamment moi je préside un syndicat qui depuis 60 ans fait de la distribution d'eau potable sur tout le plateau. 100 communes. Sur une centaine de communes, et bizarrement, certes, il y a des changements qui s'opèrent comme ça en surface, et nos ressources en eau, depuis 60 ans, elles n'ont finalement pas bougé. On n'a pas été obligé de mettre en place des usines de traitement, des choses comme ça. On fait juste un petit traitement parce que l'eau se déplace dans les canalisations. Donc on peut dire aussi
qu'on est dans un territoire qui, d'une certaine façon aussi préservé, et que les élus qui se sont succédés, qui ont décidé un certain nombre de choses depuis des décennies, l'ont fait aussi avec de l'intelligence et sans faire n'importe quoi. Alors j'entendais tout à l'heure à table, parce qu'on a mangé, mais vous disiez qu'il y avait un météorologue qui était passé et qui disait qu'aujourd'hui vous avez le climat de Lyon. Il s'appelle Bruno Vermont-Desroches. Voilà. Il dit que là, on a le climat de Lyon, parce que voilà, ça va très vite. En fait, c'est 4 km, c'est comme si notre territoire se déplaçait de 4 km par an en direction du sud. Donc ça va très très vite. 40 ans, ça fait déjà un paquet. Hein. Alors, donc, il dit, on pourrait avoir en 2040 le climat de la Toscane, et en 2080, celui de la Grèce. Donc là, la question, est-ce qu'il y aura encore des vaches dans les prairies ou est-ce que ça va être des chèvres? Parce que il y a un hydrogéologue qui s'appelle Pascal Relais, qui est originaire d'Ornans, qui connaît bien, qui dit aussi que la forêt sur les plateaux risque de mourir et qu'on aura quelque chose qui ressemblera au Causse. Donc on est vraiment dans des situations dramatiques, une évolution qui pourrait aller très vite. 40 ans, c'est pas grand-chose. Moi, je suis le président du syndicat forestier là, du secteur. Ça représente 42 communes, 12 000 hectares. Et ça fait plus de 20 ans que je suis dans le truc, président. Alors, ce que j'ai fait, c'est interdire le désherbage en forêt. Parce qu'on l'utilisait, mais des camions entiers de désherbants. On va clore la commission d'enquête officieuse et décentralisée. Moi je veux dire 2 mots pour en revenir à la loi. Moi je pense que cette loi elle a un intérêt qui est un évident intérêt esthétique, mais elle a un intérêt écologique aussi. L'intérêt esthétique, c'est que au fond c'est l'inverse qu'il faudrait faire aujourd'hui. C'est pas se demander comment on va aider les sites classés à s'assouplir pour qu'on puisse les bétonner, mais c'est comment on fait pour que tout ce qui n'est pas classé, je ne dis pas qu'il faut le mettre sous cloche, mais comment on va parvenir à le conserver et à le préserver davantage. Et 2% du territoire national, il me semble, je ne veux pas raconter de bêtises, il n'est pas là David il est parti. Bon, je crois que c'est 2% du territoire national qui est aujourd'hui classé. La question, c'est pas comment on fait pour favoriser le bétonnage, l'enlaidissement ou la pollution supplémentaire de ces 2%-là, mais c'est comment on fait pour améliorer la situation pour les 98% restants. Ça ne veut pas dire qu'on va tout classer, mais la discussion, elle devrait être davantage là-dessus. Et enfin, le dernier point, c'est que je pense qu'on a un moment un peu improvisé comme ça, mais d'intelligence populaire qui se déroule là, et qui n'est pas du tout... quand j'entends les prétextes de Macron sur les gilets jaunes qui demandent à ce que la décision soit prise par le préfet, quand on a pu faire le tour des ronds-points, il n'y a pas une seule fois où cette demande était là. Il y a une demande de discussion, de vers quoi on va, comment on peut s'enrichir, de proximité de la décision, mais enfin, il ne s'agit pas de la déléguée au préfet Martial. Oui, moi je suis très... Alors, moi je vous dis franchement, je suis très heureux que François Ruffin et son équipe soient ici. Vraiment, très heureux. Très heureux d'avoir accueilli un inspecteur du patrimoine, en gros, hein, qui nous ait donné des sites remarquables. Des sites remarquables. Pourquoi? Parce qu'on connaît un peu mieux la problématique. C'est quand même assez incroyable que ce décret puisse se prendre sans que les parlementaires n'en soient au courant. Comment cette démocratie qui devient une monarchie présidentielle prend des décisions en dehors des élus de la République. Et ce qui s'est passé là tout à l'heure, avec, il a raison François, il y a eu de l'intelligence collective. Et puis, il y a eu de la technicité, il y a eu de l'esthétique, il y a eu des arguments concernant l'environnement essentiels. Je pense que la démocratie participative est plus que jamais nécessaire. Et il ne faut pas que ce soit la technocratie et une démocratie qui est en panne parce que tout se prend au plus haut sommet et toujours pour des intérêts privés inavouables. Mais c'est la même chose. Le débat se poursuit ce soir parce que pour moi,
sur les sites classés ou sur l'aéroport de Paris, c'est la question de la préservation du patrimoine national qui est en jeu, sur lequel on veut empiéter au maximum les intérêts privés. Donc il y a un lien entre le midi et le soir qui me paraît évident. Voilà. Alors on était très heureux d'accueillir François Ruffin ici. Absolument. Voilà. Et on l'applaudit. Et moi je vous remercie pour votre accueil. Autant les élus que les gilets jaunes et tout ça, moi je vous remercie pour cet accueil chaleureux.